La rue du 10 décembre, toute neuve avec ses maisons d'une blancheur de craie, s'allongeait sous un limpide soleil de février. Un flot de voitures passait, d'un large train de conquête, au milieu de cette trouée de lumière qui coupait l'ombre humide du vieux quartier Saint-Roch. Et entre la rue de la Michaudière et la rue de Choiseul, il y avait une émeute, l'écrasement d'une foule, chauffée par un mois de réclame, les yeux en l'air, bâillant devant la façade monumentale du Bonheur des Dames, dont l'inauguration avait lieu ce lundi-là. C'était, dans sa fraîcheur gaie, un vaste développement d'architecture polychrome, rehaussé d'or, accrochant les yeux comme un gigantesque étalage qui aurait flambé des couleurs les plus vives. Au rez-de-chaussée, pour ne pas tuer les étoffes des vitrines, la décoration restait sobre, les piles d'angle et les piliers d'appui recouverts de marbre noir, dont la sévérité s'éclairait de cartouches dorées, et le reste en glace sans teint dans les châssis de fer. La frise du rez-de-chaussée déroulait ses mosaïques, une guirlande de fleurs rouges et bleues alternées avec des plaques de marbre où étaient gravés des noms de marchandises. Puis le soubassement du premier étage en briques émaillées supportait de nouveau les glaces des larges baies, jusqu'à la frise faite d'écussons dorés aux armes des villes de France. Enfin, tout en haut, l'entablement s'épanouissait comme la floraison ardente de la façade entière. Les zincs des chéneaux étaient découpés et dorés, l'acrotère aligné un peuple de statues, les grandes cités industrielles et manufacturières qui détachaient en plein ciel leurs fines silhouettes. Et les curieux s'émerveillaient surtout devant la porte centrale, d'une hauteur d'arc de triomphe, décorée elle aussi d'une profusion de mosaïques. Vers 2 heures, un piquet d'ordre dut faire circuler la foule et veiller au stationnement des voitures. Le palais y était construit, le temple élevé à la folie dépensière de la mode. Il dominait, il couvrait un quartier de son ombre. Déjà la plaie laissée à son flanc par la démolition de la masure de Bourras se trouvait si bien cicatrisée qu'on aurait vainement cherché la place de cette verrue ancienne. Sur l'autre trottoir, depuis l'entrée de Baudu dans une maison de retraite, le vieil Elbeuf était fermé, muré. Au milieu de cette devanture morte, salie des crachats, s'étalait comme un drapeau planté sur un empire conquis, une immense affiche jaune, toute fraîche, annonçant en lettres de 2 pieds la grande mise en vente du Bonheur des Dames. On eût dit que le colosse, pris de honte pour le quartier noir où il était né modestement, venait de lui tourner le dos, laissant la boue des rues étroites sur ses derrières, présentant sa face de parvenu à la voix tapageuse et ensoleillée du nouveau Paris. Maintenant, tel que le montrait la gravure des réclames, il s'était engraissé, pareil à l'ogre des contes. D'abord, au premier plan de cette gravure, la rue du 10 décembre, les rues de la Michaudière et Monsigny, emplies de petites figures noires, s'élargissaient démesurément, comme pour donner passage à la clientèle du monde entier. Puis, c'étaient les bâtiments eux-mêmes d'une immensité exagérée. Au-delà, Paris s'étendait, mais un Paris rapetissé, mangé par le monstre. Les maisons d'une humilité de chaumière dans le voisinage s'éparpillaient ensuite en une poussière de cheminées indistinctes. Les monuments semblaient fondre. À gauche, 2 traits pour Notre-Dame, à droite, un accent circonflexe pour les Invalides, au fond, le Panthéon, honteux et perdu, moins gros qu'une lentille. L'horizon tombait en poudre, n'était plus qu'un cadre dédaigné jusqu'aux hauteurs de Châtillon, jusqu'à la vaste campagne. Depuis le matin, la cohue augmentait. Aucun magasin n'avait encore remué la ville d'un tel fracas de publicité. Maintenant, le Bonheur dépensait chaque année près de 600 000 francs en affiches, en annonces. Le nombre de catalogues envoyés allait à 400 000. On déchiquetait plus de 100 000 francs d'étoffes pour les échantillons. C'était l'envahissement définitif des journaux, des murs, des oreilles du public, comme une monstrueuse trompette des reins. Et désormais, cette façade, devant laquelle on s'écrasait, devenait la réclame vivante, avec son luxe bariolé et doré de bazar. Ses enseignes prodiguées, peintes, gravées, taillées depuis les plaques de marbre du rez-de-chaussée, jusqu'aux feuilles de tôles arrondies en arc au-dessus des toits, et où le nom de la maison se lisait en lettres couleur du temps découpées sur le bleu de l'air. Tout en haut, les pavillons des peuples étrangers hissés à des mâts battaient au vent du ciel.
Ce qui ameutait encore la curiosité autour du bonheur des dames, c'était un sinistre dont Paris entier causait, l'incendie des 4 saisons, le grand magasin que Boutemont avait ouvert près de l'Opéra, depuis 3 semaines à peine. Les journaux débordaient de détails. Le feu mis par une explosion de gaz pendant la nuit, la fuite épouvantée des vendeuses en chemise, l'héroïsme de Boutemont qui en avait sauvé 5 sur ses épaules. Du reste, les pertes énormes se trouvaient couvertes et le public commençait à hausser les épaules en disant que la réclame était superbe. Mais pour le moment, l'attention refluait vers le bonheur des dames. L'attention occupée jusqu'à l'obsession de ces bazars dont l'importance prenait une si large place dans la vie publique. Toutes les chances se mouraient. Paris saluait son étoile, accourait le voir debout, puisque les flammes maintenant se chargeaient de balayer à ses pieds la concurrence. Un instant, il avait éprouvé des inquiétudes, troublé de sentir contre lui une femme, cette Madame Desforges, à laquelle il devait un peu sa fortune. Le dilettantisme financier du baron Hartmann, mettant de l'argent dans les 2 affaires, l'énervait aussi. Et puis, il était surtout exaspéré de n'avoir pas eu une idée géniale de Boutemont. Ce bon vivant ne venait-il pas de faire bénir ses magasins par le curé de la Madeleine? Mouret, depuis ce temps, rêvait d'avoir l'archevêque. Cependant, 3 heures sonnaient à l'horloge qui surmontait la porte. C'était l'écrasement de l'après-midi, les clientes s'étouffant dans les galeries et dans les halls. Dehors, des voitures stationnées, et du côté de l'opéra, une autre masse profonde occupait le cul-de-sac, où devait s'amorcer la future avenue. De simples fiacres se mêlaient aux coupés de maîtres, les rangées de chevaux hennissés secouaient les étincelles de leurs gourmettes allumées de soleil. Sans cesse les queues se refaisaient au milieu des appels des garçons. Les piétons s'envolaient sur les refuges par bandes effarouchées, les trottoirs étaient moires de monde. Et une clameur montait entre les maisons blanches, ce fleuve humain roulé sous l'âme de Paris, épandu, un souffle énorme et doux dont on sentait la caresse géante. Devant une vitrine, Madame de Boves, accompagnée de sa fille Blanche, regardait avec Madame Guibal un étalage de costumes mi-confectionnés. « Oh, voyez donc, dit-elle, ces costumes de toile pour 19 francs 75. » Occupant l'angle de chaque carton, une gravure montrait le vêtement tout fait porté par une jeune personne aux airs de princesse. « Mon Dieu, ça ne vaut pas davantage, » murmura Madame Guibal. « De vrais loques dès qu'on a ça dans la main. » Maintenant, elles étaient intimes, depuis que M. de Boves restait dans un fauteuil cloué par des accès de goutte. La femme supportait la maîtresse, préférant encore que la chose eût lieu chez elle, car elle y gagnait un peu d'argent de poche, des sommes que le mari se laissait voler, ayant lui-même besoin de tolérance. « Eh bien, entrons, reprit Madame Guibal. Il faut voir leur exposition. Est-ce que votre gendre ne vous a pas donné rendez-vous là-dedans ?»« Si, dit enfin Blanche de sa voix molle. Paul doit nous prendre vers 4 heures dans la salle de lecture, après la sortie du ministère. » Ils étaient mariés depuis 1 mois, et Valagnosc, à la suite d'un congé de 3 semaines passé dans le Midi, venait de rentrer à son poste. La jeune femme avait déjà la carrure de sa mère, la chair soufflée. « Mais c'est Madame Desforges là-bas !» s'écria la comtesse. « Oh, croyez-vous » murmura Madame Guibal. « Après toutes ces histoires, elle doit encore pleurer l'incendie des 4 saisons. » C'était bien Henriette pourtant. Elle aperçut ces dames, elle s'avança d'un air gai, cachant sa défaite sous les anses mondaines de ses manières. « Mon Dieu, oui, j'ai voulu me rendre compte. Il vaut mieux savoir par soi-même, n'est-ce pas ? Oh, nous sommes toujours bons amis avec M. Mouret, bien qu'on le dise furieux, depuis que je me suis intéressée à cette maison rivale. » Elle s'animait. Toutes 4 demeuraient sur le trottoir, au milieu des bousculades de l'entrée. Peu à peu, cependant, le flot les prenait, et elles n'eurent qu'à s'abandonner au courant. Elles passèrent la porte comme soulevées, sans en avoir conscience, causant plus fort pour s'entendre. Une surprise immobilisa ces dames. Devant elles s'étendaient les magasins, les plus vastes magasins du monde. La grande galerie centrale, allée de bout en bout, ouvrait sur la rue du 10 décembre et sur la rue Neuve-Saint-Augustin. À droite et à gauche, pareil au bas-côté d'une église, la galerie Monsigny et la galerie Michaudière, plus étroites, filaient elles aussi le long des 2 rues, sans une interruption. De place en place,
Les halls élargissaient des carrefours au milieu de la charpente métallique des escaliers suspendus et des ponts volants. Ce qui arrêtait ces dames, c'était le spectacle prodigieux de la grande exposition de blanc. Les galeries s'enfonçaient dans une blancheur éclatante, une échappée boréale, toute une contrée de neige, déroulant l'infini des steppes tendues d'hermine, l'entassement des glaciers allumés sous le soleil. On retrouvait le blanc des vitrines du dehors, mais avivé, colossal, brûlant d'un bout à l'autre de l'énorme vaisseau, avec la flambée blanche d'un incendie en plein feu. Rien que du blanc, tous les articles blancs de chaque rayon. Le foyer de clarté rayonnait surtout de la galerie centrale. Autour des colonnettes de fer s'élevaient des bouillonnets de mousseline. Les escaliers étaient garnis de draperies blanches. Et cette montée du blanc prenait des ailes, se perdait comme une envolée de cygnes. Puis le blanc retombait des voûtes, une nappe neigeuse en larges flocons. Des couvertures blanches semblaient suspendre des essaims de papillons blancs au bourdonnement immobile. Des dentelles frissonnaient de toutes parts. Et la merveille, l'autel de cette religion du blanc, était au-dessus du comptoir des soieries, dans le grand hall, une tente faite de rideaux blancs qui descendaient du vitrage. « Oh, extraordinaire !» répétaient ces dames. « Inouï !» Elles ne se lassaient pas de cette chanson du blanc. Mouret n'avait encore rien fait de plus vaste. C'était le coup de génie de son art de l'étalage. Sous l'écoulement de ces blancheurs, dans l'apparent désordre, il y avait une phrase harmonique. Cependant, les magasins vivaient. Du monde assiégeait les ascenseurs, on s'écrasait au buffet et au salon de lecture, et la foule paraissait noire. On eût dit les patineurs d'un lac de Pologne en décembre. Au rez-de-chaussée, il y avait une houle assombrie, agitée d'un reflux, où l'on ne distinguait que les visages délicats et ravis des femmes. Une chaleur de serre, suffocante, surprenait en face de ces hauteurs glacées. Le bourdonnement des voix faisait un bruit énorme de fleuve qui charrie. Au plafond, les ors prodigués semblaient un coup de soleil luisant sur les Alpes. « Voyons, dit madame de Boves, il faut pourtant avancer. » Depuis qu'elle était entrée, l'inspecteur Jouve, debout près de la porte, ne la quittait pas des yeux. Lorsqu'elle se retourna, leurs regards se rencontrèrent. Puis, comme elle se remettait en marche, il lui laissa quelque avance et la suivit de loin, sans paraître s'occuper d'elle davantage. « Tiens, dit madame Guibal en s'arrêtant encore devant la première caisse, c'est une idée gentille, ces violettes. » Elle parlait de la nouvelle prime du bonheur des dames, une idée de Mouret. De petits bouquets de violettes blanches achetés par milliers à Nice et distribués à toute cliente qui faisait le moindre achat. Près de chaque caisse, des garçons en livrée délivraient la prime sous la surveillance d'un inspecteur. Et peu à peu, la clientèle se trouvait fleurie. « Oui, murmura madame Desforges d'une voix jalouse, l'idée est bonne. » Mais au moment où ces dames allaient s'éloigner, elles entendirent deux vendeurs qui plaisantaient sur les violettes. Un grand maigre s'étonnait. Ça se faisait donc, ce mariage du patron avec la première des costumes? Tandis qu'un petit gras répondait qu'on n'avait jamais su, mais que les fleurs tout de même étaient achetées. « Comment ?» dit madame de Boves. « Monsieur Mouret se marie ?»« Oh, c'est la première nouvelle, » répondit Henriette, qui jouait l'indifférence. « Du reste, il faut bien finir par là. » La comtesse avait lancé un vif regard à sa nouvelle amie. Maintenant, toutes deux comprenaient pourquoi madame Desforges était venue au bonheur des dames, malgré les batailles de la rupture. Sans doute elle cédait au besoin invincible de voir et de souffrir. « Je reste avec vous, » lui dit madame Guibal, dont la curiosité s'éveillait. « Nous retrouverons madame de Boves au salon de lecture. » Tous les comptoirs, au milieu des bousculades de la vente, ne causaient une fois encore que des amours du patron. L'aventure qui depuis des mois occupait les commis enchantés de la longue résistance de Denise venait tout à coup d'aboutir à une crise. On avait appris, la veille, que la jeune fille quittait le bonheur malgré les supplications de Mouret, en prétextant un grand besoin de repos. Et les avis étaient ouverts. Partirait-elle ? De rayon à rayon, on pariait 100 sous pour le dimanche suivant. À coup sûr, la demoiselle avait la force d'une femme adorée qui se refuse. Mais le patron, de son côté, était fort de sa richesse, de son heureux veuvage, de son orgueil qu'une exigence dernière pouvait exaspérer.
Du reste, les uns comme les autres tombaient d'accord que cette petite vendeuse avait mené l'affaire avec la science d'une rouée de génie, et qu'elle jouait la partie suprême, en lui mettant ainsi le marché à la main. « Épouse-moi ou je m'en vais ». Denise, cependant, ne songeait guère à ces choses. Elle n'avait jamais eu ni une exigence ni un calcul, et la situation qu'il a décidée au départ était justement résultée des jugements qu'on portait sur sa conduite, à sa continuelle surprise. Est-ce qu'elle avait voulu tout cela? Est-ce qu'elle se montrait rusée, coquette, ambitieuse? Elle était venue simplement. Elle s'étonnait d'être la première qu'on pût l'aimer ainsi. Aujourd'hui encore, pourquoi voyait-on une habileté dans sa résolution de quitter le bonheur? C'était si naturel pourtant. Elle arrivait à un malaise nerveux, des combats qu'elle avait à livrer contre elle-même, et elle préférait s'éloigner, prise de la peur de céder un jour et de le regretter ensuite toute son existence. S'il y avait là une tactique savante, elle l'ignorait. Elle se demandait avec désespoir comment faire pour n'avoir pas l'air d'une coureuse de mari. L'idée d'un mariage l'irritait maintenant. Elle était décidée à dire non, encore non et toujours non. La nécessité de la séparation la mettait en larmes, mais elle se répétait, avec son grand courage, qu'il le fallait, qu'elle n'aurait plus de repos ni de joie si elle agissait autrement. Lorsque Mouret reçut sa démission, il resta muet, et comme froid, dans l'effort qu'il faisait pour se contenir. Puis il déclara sèchement qu'il lui accordait 8 jours de réflexion, avant de lui laisser commettre une pareille sottise. Au bout des 8 jours, quand elle revint sur ce sujet, en exprimant sa volonté formelle de s'en aller après la grande mise en vente, il ne s'emporta pas. Il affecta de parler raison. Elle manquait sa fortune. Elle ne retrouverait nulle part la position qu'elle occupait chez lui. Avait-elle donc une autre place en vue? Il était tout prêt à lui donner les avantages qu'elle espérait obtenir ailleurs. Et la jeune fille ayant répondu qu'elle n'avait pas cherché de place, qu'elle comptait se reposer d'abord 1 mois à Valogne grâce aux économies qu'elle avait faites, il demanda ce qui l'empêcherait de rentrer ensuite au bonheur. Elle se taisait, torturée par cet interrogatoire. Alors il s'imagina qu'elle allait retrouver un amant, un ami, un mari peut-être. Ne lui avait-elle pas avoué un soir qu'elle aimait quelqu'un? Depuis ce moment, il portait en plein cœur, enfoncé comme un couteau, cet aveu arraché dans une heure de trouble. Et si cet homme devait l'épouser? Elle abandonnait tout pour le suivre. Cela expliquait son obstination. C'était fini. Il ajouta simplement de sa voix glacée qu'il ne la retenait plus, puisqu'elle ne pouvait lui confier les vraies causes de son départ. Cette conversation, dure, sans colère, la bouleversa davantage. Pendant la semaine que Denise dut passer encore au magasin, Mouret garda sa pâleur rigide. Quand il traversait les rayons, il affectait de ne pas la voir. Cependant, sous cette froideur si peu habituelle chez lui, Mouret cachait une crise affreuse d'indécision et de souffrance. Des fureurs lui battaient le crâne. Il voyait rouge. Il rêvait de prendre Denise d'une étreinte, de la garder en étouffant ses cris. Ensuite, il voulait raisonner. Il cherchait des moyens pratiques pour l'empêcher de franchir la porte, mais il butait sans cesse contre son impuissance, avec la rage de sa force et de son argent inutile. Une idée cependant grandissait au milieu de projets fous. Après la mort de Madame Hédouin, il avait juré de ne pas se remarier, tenant d'une femme sa première chance, résolu désormais à tirer sa fortune de toutes les femmes. C'était chez lui, comme chez Bourdoncle, une superstition, que le directeur d'une grande maison de nouveautés devait être célibataire s'il voulait garder sa royauté de mâle sur les désirs répandus de son peuple de clientes. Et il résistait à l'invincible logique des faits. Il préférait en mourir que de céder, pris de soudaine colère contre Denise. Le matin de la grande mise en vente, il n'avait encore rien décidé, et Denise partait le lendemain. Justement, lorsque Bourdoncle ce jour-là entra dans le cabinet de Mouret vers 3 heures selon son habitude, il le surprit, les coudes sur le bureau, les poings sur les yeux, tellement absorbé qu'il dut le toucher à l'épaule. Mouret leva sa face mouillée de larmes. Tous deux se regardèrent. Depuis 1 mois, l'attitude de Bourdoncle s'était du reste complètement modifiée. Il pliait devant Denise. Il poussait même sourdement le patron au mariage. Sans doute il manœuvrait ainsi pour ne pas être balayé.
Mais on aurait trouvé en outre au fond de ce changement le réveil d'une ambition ancienne. L'espoir effrayé et peu à peu élargi de manger à son tour Mouret, devant lequel il avait si longtemps courbé l'échine. Cela était dans l'air de la maison, dans cette bataille pour l'existence, dont les massacres continus chauffaient la vente autour de lui. Il était emporté par le jeu de la machine, pris de l'appétit des autres. « Voyons du courage, que diable, épousez-la et que cela finisse. » Déjà Mouret avait honte de sa minute d'abandon. Il se leva, il protesta. « Non, non, c'est trop bête. Venez, nous allons faire notre tour dans les magasins. Ça marche, n'est-ce pas ? Je crois que la journée sera magnifique. » Ils sortirent et commencèrent leur inspection de l'après-midi au milieu des rayons encombrés de foule. Bourdoncle coulait vers lui des regards obliques, inquiet de cette énergie dernière. La vente en effet jetait son feu, d'une secousse de grands navires filant à pleine machine. Au comptoir de Denise s'étouffait une cohue de mer. Le rayon avait sorti tous ses articles blancs. Madame Bourdelais, devant ses 3 enfants, assis par rang de taille, Madeleine, Edmond, Lucien, se fâchait contre ce dernier, le plus petit, parce qu'il se débattait tandis que Denise s'efforçait de lui passer une jaquette de mousseline de laine. « Tiens-toi tranquille, vous ne pensez pas, mademoiselle, qu'elle soit un peu étroite ?» Et avec son regard clair de femme qu'on ne trompe pas, elle étudiait l'étoffe. « Non, elle va bien, reprit-elle. C'est toute une affaire quand il faut habiller ce petit monde. Maintenant, il me faudrait un manteau pour cette grande fille. » Denise avait dû se mettre à la vente dans la prise d'assaut du rayon. Elle cherchait le manteau demandé lorsqu'elle eut un léger cri de surprise. « Comment ? C'est toi ? Qu'y a-t-il donc ?» Son frère, Jean, les mains embarrassées d'un paquet, se trouvait devant elle. Il était marié depuis 8 jours. Et le samedi, sa femme, une petite brune d'un visage tourmenté et charmant, avait fait une longue visite au Bonheur des Dames pour des achats. Le jeune ménage devait accompagner Denise à Valognes, un vrai voyage de noces, 1 mois de vacances dans les souvenirs d'autrefois. « Imagine-toi, répondit-il, que Thérèse a oublié une foule d'affaires. Il y a des choses à changer, d'autres à prendre. Alors comme elle est pressée, elle m'a envoyé avec ce paquet. Je vais t'expliquer. » Mais elle l'interrompit en apercevant Pépé. « Tiens, Pépé aussi. Et le collège ?»« Ma foi, dit Jean, après le dîner, hier dimanche, j'ai pas eu le courage de le reconduire. Il rentrera ce soir. Le pauvre enfant est assez triste de rester enfermé à Paris lorsque nous nous promènerons là-bas. » Denise leur souriait malgré son tourment. Elle confia Madame Bourdelais à une de ses vendeuses. Elle revint vers eux dans un coin du rayon qui heureusement se dégarnissait. Les petits, ainsi qu'elle les nommait encore, étaient à cette heure de grands gaillards. Pépé, à 12 ans, la dépassait déjà, plus gros qu'elle, toujours muet et vivant de caresses, d'une douceur câline, tandis que Jean, carré des épaules, la dominant de toute la tête, gardait sa beauté de femme avec sa chevelure blonde. Et elle, restée mince, conservait entre eux son autorité inquiète de mère, les traitant en gamins qu'il faut soigner. « Sois raisonnable, mon petit, on ne peut pas interrompre tes études. Je t'emmènerai aux vacances. As-tu envie de quelque chose, hein ? Tu préfères que je te laisse des sous, peut-être ?» Et puis elle revint vers l'autre. « Aussi, toi, tu lui montes la tête. Tu lui fais croire que nous allons nous amuser. Tâchez donc d'avoir un peu de raison. » Elle avait donné à l'aîné 4 000 francs, la moitié de ses économies, pour qu'il pût installer son ménage. Le cadet lui coûtait gros au collège. Tout son argent allait à eux, comme autrefois. Ils étaient sa seule raison de vivre et de travailler, puisque de nouveau elle jurait de ne se marier jamais. « Enfin, voici, reprit Jean, il y a d'abord dans ce paquet le paletot Havane que Thérèse... » Mais il s'arrêta, et Denise, en se retournant pour voir ce qui l'intimidait, aperçut Mouret debout derrière eux. Depuis un instant, il la regardait faire son ménage de petite mère, entre les 2 gaillards, les grondant, les embrassant, les retournant comme des bébés qu'on change de linge. Bourdoncle était resté à l'écart, l'air intéressé. Il ne perdait pas la scène des yeux. « Ce sont vos frères, n'est-ce pas ?» demanda Mouret après un silence. Il avait sa voix glacée, cette attitude rigide dont il lui parlait à présent. Denise elle-même faisait un effort afin de rester froide. Son sourire s'effaça. Elle répondit « Oui, monsieur, j'ai marié l'aîné et sa femme me l'envoie pour des emplettes. » Mouret continuait à les regarder tous les 3. Il finit par reprendre « Le plus jeune a beaucoup grandi. Je le reconnais, je me souviens de l'avoir vu aux Tuileries un soir avec vous. » Et sa voix, qui se ralentissait,
eut un léger tremblement. Les deux frères, devenus roses, souriaient au patron de leur sœur. « Ils vous ressemblent, dit encore celui-ci. « Oh, cria-t-elle, ils sont plus beaux que moi !» Un moment où il sembla comparer les visages, mais il était à bout de force. Comme elle les aimait, et il fit quelques pas, puis il revint lui dire à l'oreille « Montez à mon cabinet après la vente. Je veux vous parler avant votre départ. » Cette fois, Mouret s'éloigna et reprit son inspection. La bataille recommençait en lui, car ce rendez-vous donné l'irritait maintenant. À quelle poussée avait-il encore cédé en la voyant avec ses frères? C'était fou, puisqu'il ne trouvait plus la force d'avoir une volonté. Enfin, il en serait quitte pour lui dire un mot d'adieu. Bourdoncle, qui l'avait rejoint, semblait moins inquiet. Denise était revenue près de madame Bourdelais. « Et ce manteau, va-t-il ?»« Oh, oui, très bien, pour aujourd'hui, en voilà assez. C'est une ruine que ces petits êtres. » Alors, pouvant s'esquiver, Denise écouta les explications de Jean, puis l'accompagna dans les comptoirs où il aurait certainement perdu la tête. C'était d'abord le paletot à vannes que Thérèse, après réflexion, voulait changer, et la jeune fille, ayant pris le paquet, se rendit aux confections, suivie de ses deux frères. Le rayon avait exposé ses vêtements de couleur tendre, mais la vente se portait ailleurs. Les clientes y étaient relativement clairsemées. Presque toutes les vendeuses se trouvaient nouvelles. Clara avait disparu depuis un mois, enlevée, selon les uns, par le mari d'une acheteuse, tombée à la débauche de la rue, selon les autres. Quant à Marguerite, elle allait enfin retourner prendre la direction du petit magasin de Grenoble, où son cousin l'attendait. Et seule madame Aurélie restait là, immuable, tant la mauvaise conduite de son fils Albert la ravageait. Déjà Bourdoncle regardait madame Aurélie d'un air mécontent, surpris qu'elle n'eût pas le tact de prendre sa retraite. Trop vieille pour la vente, ce glas allait sonner bientôt, emportant la dynastie des Lhomme. « Tiens, c'est vous, dit-elle à Denise avec une amabilité exagérée. Hein, vous voulez qu'on change ce paletot? Mais tout de suite. Ah, voilà vos frères, de vrais hommes à présent. » Malgré son orgueil, elle se serait mise à genoux pour faire sa cour. On ne causait aux confections, comme dans les autres comptoirs, que du départ de Denise. Et la première en était toute malade, car elle comptait sur la protection de son ancienne vendeuse. Elle baissa la voix. « On dit que vous nous quittez. Voyons, ce n'est pas possible. »« Mais si, » répondit la jeune fille. Marguerite écoutait. Elle s'approcha en disant « Vous avez raison, l'estime de soi avant tout, n'est-ce pas? Je vous adresse mes adieux, ma chère. » Des clientes arrivaient. Madame Aurélie la pria durement de veiller à la vente. « Je vous en prie, réfléchissez. Nous sommes désolés de votre départ. » Jean et Pépé, qui attendaient, souriant au milieu de ce flot débordé de femmes, se remirent à suivre leur sœur. Dans les comptoirs de lingerie où l'exposition de blanc neigeait de toutes les cases, on étouffait. Il devenait difficile d'avancer. D'abord au corset, une petite émeute attroupait la foule. Madame Boutarel, tombée cette fois du midi avec son mari et sa fille, sillonnait les galeries depuis le matin, en quête d'un trousseau pour cette dernière qu'elle mariait. Le père était consulté, cela n'en finissait plus. Enfin la famille venait d'échouer au comptoir de lingerie. Lorsque M. Boutarel, un gros homme sanguin, lâcha sa fille, effarée à la recherche de sa femme, il finit par retrouver cette dernière dans un salon d'essayage, devant lequel on offrit poliment de le faire asseoir. Ces salons étaient d'étroites cellules fermées de glace dépolie où les hommes, même les maris, ne pouvaient entrer. Des vendeuses en sortaient, y rentraient vivement, laissant chaque fois deviner dans le battement rapide de la porte des visions de dames en chemise et en jupon, le cou nu, les bras nus. Une file d'hommes attendait sur les chaises, l'air ennuyé. Et M. Boutarel, quand il avait compris, s'était fâché carrément, criant qu'il voulait sa femme, qu'il ne la laisserait certainement pas se déshabiller sans lui. Vainement on tâchait de le calmer. Il semblait croire qu'il se passait là-dedans des choses inconvenantes. Madame Boutarel dut reparaître pendant que la foule discutait et riait. Alors Denise put passer avec ses frères. Pauline accourut tout de suite quand elle aperçut Denise, et avant même de savoir ce que celle-ci désirait, elle lui parla très bas, émue des bruits dont on causait dans le magasin entier. À son rayon, deux vendeuses s'étaient même querellées, l'une affirmant, l'autre niant le départ. « Vous nous restez, j'ai parié ma tête. Que deviendrais-je, moi ?» Et comme Denise répondait qu'elle partait le lendemain, « Oh non, non !»« Vous croyez ça ?
Mais je sais le contraire, dame, à présent que j'ai un bébé, il faut bien que vous me nommiez seconde. Pauline souriait d'un air convaincu. Denise promit en riant pour plaisanter à son tour, et elle s'en alla. Elle descendit avec Pépé et Jean, accompagnés tous les trois de l'auxiliaire. Au rez-de-chaussée, ils tombèrent dans les lainages. Liénard, que son père rappelait vainement à Angers, y causait avec le beau Mignot, devenu courtier, et qui osait reparaître effrontément au bonheur des dames. Sans doute, il parlait de Denise, car tous deux se turent pour la saluer d'un air empressé. Du reste, à mesure qu'elle avançait au travers des rayons, les vendeurs s'émotionnaient et s'inclinaient dans le doute de ce qu'elle serait le lendemain. On chuchotait, on la trouvait triomphante, et les paris en reçurent un nouveau contre-coup. On se remit à risquer sur elle du vin d'Argenteuil et des fritures. Et les saluts continuaient, on se rangeait sur le passage de Denise. Boger s'était précipité aux toiles pour lui sourire, comme à la bonne reine de la maison. Enfin, après avoir traversé les couvertures, une salle pavoisée de bannières blanches, elle entra au mouchoir, dont la décoration ingénieuse faisait pâmer la foule. Ce n'étaient que colonnes blanches, d'une variété infinie, se découpant dans un mirage sur un ciel oriental chauffé à blanc. « Tu dis encore une douzaine ?» demanda Denise à son frère. « Des cholets, n'est-ce pas ?»« Oui, je crois. Les pareils à celui-ci, » répondit-il en montrant un mouchoir dans le paquet. Jean et Pépé n'avaient pas quitté ses jupes, se serrant toujours contre elle comme autrefois lorsqu'ils étaient débarqués à Paris, brisés du voyage. Ces vastes magasins où elle se trouvait chez elle finissaient par les troubler, et ils s'abritaient à son ombre. Ils se remettaient sous la protection de leur petite mère par un réveil instinctif de leur enfance. On lui suivait des yeux, on souriait de ces deux grands gaillards, filant sur les pas de cette fille mince et grave. Jean effaré avec sa barbe, Pépé éperdu dans sa tunique, tous les trois du même blond, aujourd'hui, un blond qui faisait chuchoter sur leur passage, d'un bout à l'autre des comptoirs, « Ce sont ses frères !» Mais pendant que Denise cherchait un vendeur, il y eut une rencontre. Mouret et Bourdoncle entraient dans la galerie, et comme le premier s'arrêtait de nouveau en face de la jeune fille, sans lui adresser du reste la parole, Madame Desforges et Madame Guibal passèrent. Henriette réprima le tressaillement dont toute sa chair avait frémi. Elle regarda Mouret, elle regarda Denise, eux-mêmes l'avaient regardée. Ce fut le dénouement muet, la fin commune des gros drames du cœur, un coup d'œil échangé dans la bousculade d'une foule. Déjà Mouret s'était éloigné tandis que Denise se perdait au fond du rayon, accompagnée de ses frères. Alors, Henriette, ayant reconnu mademoiselle de Fontenailles dans l'auxiliaire qui suivait, se soulagea en disant d'une voix irritée à madame Guibal « Voyez ce qu'il a fait de cette malheureuse. N'est-ce pas blessant? Une marquise. » Et il la force à suivre comme un chien les créatures ramassées par lui sur le trottoir. Elle tâcha de se calmer. Elle affecta d'ajouter d'un air indifférent « Allons donc à la soie voir leur étalage. » Justement, Favier mettrait du foulard blanc pour la jolie dame, cette blonde élégante, une habituée du comptoir que les vendeurs ne désignaient que par ces mots. Depuis des années, elle venait, et on ne savait toujours rien d'elle, ni sa vie, ni son adresse, ni même son nom. Ce jour-là, elle paraissait très gaie. Aussi, lorsque Favier revint de la caisse où il l'avait conduite, communiqua-t-il ses réflexions à Hutin. « Peut-être bien qu'elle se marie, peut-être bien qu'elle se remarie. »« Elle est donc veuve ?» demanda l'autre. « Je ne sais pas, seulement... » Vous devez vous rappeler, la fois, elle était en deuil, à moins qu'elle n'ait gagné de l'argent à la bourse. Un silence régna. Ensuite, il conclut. Oh, ça la regarde, si on tutoyait toutes les femmes qui viennent ici. Mais Hutin se montrait songeur. Il avait eu l'avant-veille une explication vive avec la direction, et il se sentait condamné. Après la grande mise en vente, son renvoi était certain. Depuis longtemps, sa situation craquait. Au dernier inventaire, on lui avait reproché d'être resté au-dessous du chiffre d'affaires. On entendait le travail obscur de Favier et un gros bruit de mâchoire étouffé sous terre. Celui-ci avait déjà la promesse d'être nommé premier. Hutin, qui savait ces choses au lieu de gifler son ancien camarade, le regardait maintenant comme très fort. Un garçon si froid, l'air obéissant, dont il s'était servi pour user Robineau et Boutemont. Ça le frappait d'une surprise où il entrait du respect. « À propos, dit Favier, vous savez qu'elle reste? On vient de voir le patron jouer de la prunelle. Je vais en être pour une bouteille de champagne, moi. » Il parlait de Denise. D'un comptoir à l'autre, les commérages soufflaient plus fort, au travers du flot sans cesse épaissi des clientes.
Sacré Dieu, lâcha Hutin, s'éveillant comme d'un rêve. J'ai été bête de ne pas coucher avec elle. C'est aujourd'hui que je serai chic. Et puis il rougit de cet aveu, en voyant rire Favier. Il feignit de rire également. Il ajouta, pour rattraper sa phrase, que c'était cette créature qui l'avait perdu dans l'esprit de la direction. Cependant, un besoin de violence le prenait. Il finit par s'emporter contre les vendeurs débandés sous l'assaut de la clientèle. Mais tout d'un coup, il se mit à sourire. Il venait d'apercevoir Madame Desforges et Madame Guibal traversant le rayon avec lenteur. « Il ne vous faut rien aujourd'hui, madame ?»« Non, merci, répondit Henriette. Vous voyez, je me promène, je suis venue en curieuse. » Quand il l'eut arrêté, il baissa la voix. Tout un plan germait dans sa tête, et il la flatta. Il dénigra la maison. Lui en avait assez, il préférait s'en aller que d'assister davantage à un pareil désordre. Elle l'écoutait, ravie. Ce fut elle qui, croyant l'enlever au bonheur des dames, lui offrit de le faire engager par Boutemont, comme premier à la soie, lorsque les magasins des 4 saisons seraient réinstallés. L'affaire fut conclue. Tous deux chuchotaient très bas, tandis que madame Guibal s'intéressait aux étalages. « Puis-je vous offrir un de ces bouquets de violettes ?» reprit Hutin tout haut. Il s'en était procuré à une caisse pour des cadeaux personnels. « Ah non, par exemple !» s'écria Henriette avec un mouvement de recul. « Je ne veux pas être de la noce. » Ils se comprirent. Ils se séparèrent en riant de nouveau avec les coups d'œil d'intelligence. Comme madame Desforges cherchait madame Guibal, elle s'exclama en l'apercevant avec madame Marty. Cette dernière, suivie de sa fille Valentine, était depuis 2 heures emportée à travers les magasins par une de ces crises de dépenses dont elle sortait brisée et confuse. « Voyez donc, est-ce adorable !» Ces femmes qui avaient fait quelques pas se trouvaient devant le nouveau rayon des fleurs et plumes. Des piquets de fleurs garnissaient le bas, des violettes, des muguets, des jacinthes, des marguerites, puis des bouquets montés, des roses, de grosses pivoines à peine teintées de carmin, des panaches de plumes d'autruche, des plumes blanches qui étaient comme le souffle envolé de ce peuple de fleurs blanches. « J'achète une branche de pommier, reprit madame Marty. N'est-ce pas, c'est délicieux? Et ce petit oiseau, regarde donc, Valentine. Oh, je le prends. » Cependant, madame Guibal s'ennuyait à rester immobile dans les remous de la foule. Elle finit par dire « Eh bien, nous vous laissons à vos achats, nous montons, nous autres. »« Mais non, attendez-moi, cria l'autre, je remonte aussi. Il y a là-haut la parfumerie, il faut que j'aille à la parfumerie. » Ce rayon, créé de la veille, se trouvait à côté du salon de lecture. Madame Desforges, pour éviter l'encombrement des escaliers, parla de prendre l'ascenseur, mais elles durent y renoncer. On faisait queue à la porte. Et du buffet même, ces dames commencèrent à sentir le rayon de parfumerie, une odeur pénétrante de sachets enfermés qui embaumait la galerie. On y disputait un savon, le savon bonheur, la spécialité de la maison. « Voilà, dit madame Marty lorsqu'elle fut bourrée de lotions, de dentifrice, de cosmétiques. Maintenant c'est fini, je suis à vous. Allons rejoindre madame de Boves. » Mais sur le palier du grand escalier central, le Japon l'arrêta encore. Ce comptoir avait grandi depuis le jour où Mouret s'était amusé à risquer, au même endroit, une petite table de proposition, couverte de quelques bibelots défraîchis, sans prévoir lui-même l'énorme succès. Peu de rayons avaient eu des débuts plus modestes, et maintenant il débordait. Il remuait tout l'Extrême-Orient où des voyageurs fouillaient pour lui les palais et les temples. « Vous me retrouverez au salon de lecture, j'ai vraiment besoin de m'asseoir un peu. » Au salon de lecture, ces dames durent rester debout. Toutes les chaises étaient prises autour de la grande table couverte de journaux. De gros hommes lisaient, renversés, étalant des ventres sans avoir l'idée aimable de céder la place. Quelques femmes écrivaient, le nez dans leurs phrases, comme pour cacher le papier sous les fleurs de leur chapeau. Du reste, madame de Boves n'était pas là et Henriette s'impatientait. Lorsqu'elle aperçut Valagnosc, qui cherchait aussi sa femme et sa belle-mère, il salua et finit par dire « Elles sont pour sûr aux dentelles, je vais voir. » Et il eut la galanterie de leur procurer 2 sièges avant de s'éloigner. Madame de Boves, après s'être longtemps promenée avec sa fille, venait de se décider à se faire montrer du poing d'Alençon par Deloche. D'abord, il avait sorti de l'imitation, mais elle avait voulu voir du véritable. Bientôt le comptoir fut couvert d'une fortune. Dans un coin du rayon, l'inspecteur Jouve, qui n'avait pas lâché madame de Boves, malgré l'apparente flânerie de cette dernière,
se tenait immobile au milieu des poussées. L'attitude indifférente, l'œil toujours sur elle. « Et avez-vous des berthes en point à l'aiguille » demanda la comtesse à Deloche. « Faites voir, je vous prie. » Le commis, qu'elle tenait depuis 20 minutes, n'osait résister. Cependant, il fut pris d'une hésitation, car on recommandait aux vendeurs de ne pas amonceler ainsi les dentelles précieuses, et il s'était laissé voler 10 mètres de malines la semaine précédente. Mais elle le troublait, il céda. « Regarde donc, maman, disait Blanche, qui fouillait à côté un carton plein de petites valenciennes à bas prix. On pourrait prendre de ça pour les oreillers. » Madame de Boves ne répondait pas. Alors la fille, en tournant sa face molle, vit sa mère, les mains au milieu des dentelles, en train de faire disparaître dans la manche de son manteau des volants de points d'Alençon. Elle ne parut pas surprise, elle s'avançait pour la cacher d'un mouvement instinctif, lorsque Jouve, brusquement, se dressa entre elles. Il se penchait, il murmurait à l'oreille de la comtesse d'une voix polie « Madame, veuillez me suivre. » Elle eut une courte révolte. « Mais pourquoi, monsieur ?»« Veuillez me suivre, madame, » répéta l'inspecteur sans élever le ton. Le visage ivre d'angoisse, elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle. Puis elle se résigna, elle reprit son allure hautaine, marchant près de lui comme une reine qui daigne se confier aux bons soins d'un aide de camp. Pas une des clientes entassées là ne s'était même aperçue de la scène. Deloche, revenu devant le comptoir avec les Berthes, la regardait, emmenée, bouche béante. Comment? Celle-là aussi, cette dame si noble. C'était à les fouiller toutes. Madame, excusons ces moments de faiblesse. Je vous en prie, considérez où un pareil oubli de vous-même pourrait vous conduire, si quelque autre personne vous avait vu glisser ces dentelles. Mais elle l'interrompit avec indignation. Elle, une voleuse, mais pour qui la prenait-il? Elle était la comtesse de Boves. Son mari, inspecteur général des haras, allait à la cour. « Je sais, madame, » répondit paisiblement Bourdoncle. « J'ai l'honneur de vous connaître. Veuillez d'abord rendre les dentelles que vous avez sur vous. » Elle se récria de nouveau. Elle ne lui laissait plus dire une parole. Belle de violence, usant jusqu'aux larmes de la grande dame outragée. Tout autre que lui ébranlé aurait craint quelque méprise déplorable, car elle le menaçait de s'adresser aux tribunaux pour venger une telle injure. « Prenez garde, monsieur, mon mari ira jusqu'au ministre. »« Allons, vous n'êtes pas plus raisonnable que les autres, » répéta Bourdoncle impatienté. « On va vous fouiller puisqu'il le faut. » Elle ne broncha pas encore. Elle dit avec son assurance superbe. « C'est bien ça, fouillez-moi. Mais je vous en avertis, vous risquerez votre maison. » Jouve alla chercher 2 vendeuses. Les 2 hommes se retirèrent dans une pièce voisine, tandis que le vendeuse fouillait la comtesse. Outre les volants de points d'Alençon, 12 mètres à 1000 francs, cachés au fond d'une manche, elles trouvèrent dans la gorge, aplati et chaud, un mouchoir, un éventail, une cravate, en tout pour 14 000 francs de dentelle environ. Depuis 1 an, madame de Boves volait ainsi, ravagée d'un besoin irrésistible. Les crises empiraient, grandissaient, jusqu'à être une volupté nécessaire, emportant tous les raisonnements de prudence. Elle volait pour voler, dans le détraquement de la névrose que ses appétits de luxe inassouvis avaient développé en elle autrefois, à travers l'énorme et brutale tentation des grands magasins. « C'est un guet-apens » cria-t-elle, lorsque Bourdoncle et Jouve rentrèrent. « On a glissé ses dentelles sur moi. Oh, je le jure !» À présent, elle pleurait, des larmes de rage, tombées sur une chaise, suffoquant dans sa robe mal rattachée. L'intéressé renvoya les vendeuses, puis reprit de son air tranquille. « Nous voulons bien, madame, étouffer cette fâcheuse affaire, par égard pour votre famille. Mais auparavant, vous allez signer un papier ainsi conçu. J'ai volé des dentelles au bonheur des dames, et le détail des dentelles, et la date du jour. Du reste, je vous rendrai ce papier dès que vous m'apporterez les 2000 francs. Pour les pauvres. » Elle s'était relevée. Elle déclara dans une révolte nouvelle. « Jamais je ne signerai cela. J'aime mieux mourir. » « Vous ne mourrez pas, madame. Seulement, je vous préviens que je vais envoyer chercher le commissaire de police. » Alors il y eut une scène. Elle l'injuriait. Sa beauté de Junon, son grand corps majestueux, se fondait dans une fureur de poissarde. Elle s'assit tout d'un coup, écrivit d'une main tremblante.
Voilà, monsieur, voilà, je cède à la force. Déjà Bourdoncle s'occupait d'autre chose. Sur le rapport de Jouve, il décidait le renvoi de Deloche. Ce vendeur était stupide. Il se laissait continuellement voler. Jamais il n'aurait d'autorité sur les clientes. Blanche, cependant, ne s'était pas éloignée du cabinet. Son ignorance de ce qui se passait là-dedans, les allées et venues de Jouve et des deux vendeuses, la bouleversaient, évoquait les gendarmes, la cour d'assises, la prison. Mais elle resta béante. Valagnos qui était devant elle, ce mari d'1 mois dont le tutoiement la gênait encore. Et il la questionnait en s'étonnant de sa stupeur. « Où est ta mère ? Vous vous êtes perdue ? Voyons, réponds-moi, tu m'inquiètes. » Pas un mensonge raisonnable ne lui vint aux lèvres. Dans sa détresse, elle dit tout à voix basse « Maman a volé !»« Comment volé ? Enfin !» Il comprit. La face bouffie de sa femme, ce masque blême ravagé par la peur, l'épouvantait. « De la dentelle, comme ça, dans sa manche !» continuait-elle à balbutier. « Tu l'as donc vue ? Tu regardais ?» murmura-t-il, glacé de la sentir complice. Ils durent se taire, des personnes déjà tournaient la tête. Une hésitation pleine d'angoisse tint Valagnosc immobile un moment. Que faire ? Et il se décidait à entrer chez Bourdoncle lorsqu'il aperçut Mouret qui traversait la galerie. Il ordonna à sa femme de l'attendre. Il saisit le bras de son vieux camarade qu'il mit au courant en paroles entrecoupées. Celui-ci s'était hâté de le mener dans son cabinet où il le tranquillisa sur les suites possibles. Il lui assurait qu'il n'avait pas besoin d'intervenir. Il expliquait de quelle façon les choses allaient certainement se passer, sans paraître lui-même s'émouvoir de ce vol, comme s'il l'avait prévu depuis longtemps. Mais Valagnosc n'accepta pas l'aventure avec cette belle tranquillité. Il s'était abandonné au fond d'un fauteuil, et maintenant qu'il pouvait raisonner, il se répandait en lamentations sur son propre compte. Était-il possible ? Voilà qu'il était entré dans une famille de voleuses. « Allons, calme-toi, » conclut Mouret pris de pitié. « Je crois que tu devrais aller donner ton bras à Madame de Boves, ce qui serait plus sage que de faire un scandale. » Cependant, il s'était levé, il suivit le conseil de son ancien condisciple. Tous deux retournaient dans la galerie lorsque Madame de Boves sortit de chez Bourdoncle. Elle accepta avec majesté le bras de son gendre, et Mouret la saluait d'un air galamment respectueux. Blanche les avait rejoints, et elle marchait derrière eux. Ils se perdirent lentement dans la foule. Alors Mouret seul et songeur traversa de nouveau les magasins. Cette scène, qui l'avait distrait du combat dont il était déchiré, augmentait sa fièvre maintenant, déterminait en lui la lutte suprême. Tout un rapport vague s'élevait dans son esprit. Le vol de cette manœuvreuse, cette folie dernière de la clientèle conquise, abattue au pied du tentateur, évoquait l'image fière et vengeresse de Denise, dont il sentait sur sa gorge le talon victorieux. Il s'arrêta en haut de l'escalier central. Il regarda longtemps l'immense nef où s'écrasait son peuple de femmes. 6 heures allaient sonner. Le jour se retirait des galeries couvertes, et dans ce jour mal éteint encore, s'allumaient une à une des lampes électriques. C'était une clarté blanche. Et puis, lorsque toutes brûlèrent, il y eut un murmure ravi de la foule. La grande exposition de blanc prenait une splendeur féerique d'apothéose sous cet éclairage nouveau. La nef centrale surtout chantait le blanc trempé de flammes. Et Mouret regardait toujours son peuple de femmes au milieu de ses flamboiements. La clientèle dépouillée s'en allait à moitié défaite, avec la volupté assouvie et la sourde honte d'un désir contenté. C'était lui qui les possédait de la sorte, qui les tenait à sa merci, par son entassement continu de marchandises, par la baisse des prix. Il régnait sur toutes, avec la brutalité d'un despote dont le caprice ruinait des ménages. Sa création apportait une religion nouvelle, les églises que désertait peu à peu la foi chancelante. Les églises que désertait peu à peu la foi chancelante étaient remplacées par son bazar, dont les âmes inoccupaient désormais. La femme venait passer chez lui les heures frissonnantes et inquiètes qu'elle vivait jadis au fond des chapelles. D'un pas machinal, Mouret suivit les galeries, tellement absorbé qu'il s'abandonnait à la poussée de la foule. Quand il leva la tête, il était dans le nouveau rayon des modes, et là, le front contre le verre,
Il fit encore une halte, il regarda la sortie. Les lampes électriques du bonheur des dames jetaient cet éclat fixe des étoiles allumées sur l'horizon au déclin du jour. Vers l'opéra et vers la bourse s'enfonçait le triple rang des voitures immobiles gagnées par l'ombre. Les voitures du bonheur des dames, les grandes lettres d'or des enseignes, les bannières hissées en plein ciel flambaient toujours au reflet de l'incendie du couchant. Mouret éprouva une faiblesse soudaine, une défaillance de sa volonté qui se renversait à son tour. C'était un besoin irraisonnable d'être vaincu dans sa victoire. Lui qui se débattait depuis des mois, qui le matin encore jurait d'étouffer sa passion, cédait tout un coup, saisi du vertige des hauteurs, heureux de faire ce qu'il croyait être une sottise. Sa décision, si rapide, avait pris d'une minute à l'autre une telle énergie qu'il ne voyait plus qu'elle d'utile et de nécessaire dans le monde. Le soir, après la dernière table, il attendit dans son cabinet, frémissant comme un jeune homme qui va jouer son bonheur. Il ne pouvait rester en place, il tournait sans cesse, allait à la porte pour prêter l'oreille. À chaque bruit de pas, son cœur battait, et il eut une émotion, il se précipita car il avait entendu au loin un sourd murmure peu à peu grossi. C'était l'approche lente de Monsieur l'Homme, chargé de la recette. Ce jour-là, elle pesait lourd. Il s'était fait accompagner par 2 garçons. Mouret avait ouvert la porte. Monsieur l'Homme parut, suivi des 2 garçons qui chancelaient, et hors d'haleine, il eut encore la force de crier « 1 247 francs 95 centimes !» Enfin, c'était le million dont Mouret avait longtemps rêvé. Mais il eut un geste de colère, il dit avec impatience, de l'air déçu d'un homme dérangé dans son attente par un opportun. « 1 million, eh ben, mettez-le là !» Au moment où le caissier se retirait, navré de l'indifférence du patron, Bourdoncle arriva en criant gaiement « Ah, nous le tenons cette fois, il est décroché le million !» Mais il remarqua la préoccupation fébrile de Mouret, il comprit et se calma. Une joie avait allumé son regard. Après un court instant, il reprit « Vous vous êtes décidé, n'est-ce pas ? Mon Dieu, je vous approuve !» Brusquement, Mouret s'était planté devant lui et de sa voix terrible des jours de crise. « Dites donc, mon brave, vous êtes trop gai, n'est-ce pas ? Vous me croyez fini, et les dents vous poussent. Méfiez-vous, on ne me mange pas, moi. » Décontenancé par la rude attaque de ce diable d'homme qui devinait tout, Bourdoncle balbutia. « Quoi donc ? Vous plaisantez ? Moi qui ai tant d'admiration pour vous. »« Ne mentez pas, » reprit Mouret plus violemment. « Écoutez, nous étions stupides avec cette superstition que le mariage devait nous couler. Est-ce qu'il n'est pas la santé nécessaire, la force et l'ordre même de la vie ? Eh bien oui, mon cher, je l'épouse, et je vous flanque à la porte si vous bougez. Parfaitement, vous passerez comme un autre à la caisse. » D'un geste, il le congédiait. Bourdoncle se sentit condamné, balayé dans cette victoire de la femme. Il s'en alla. Denise entrait justement, et il s'inclina dans un salut profond, la tête perdue. « Enfin, c'est vous !» dit Mouret doucement. Denise était pâle d'émotion. Elle venait d'éprouver un dernier chagrin. Deloche lui avait appris son renvoi, et comme elle essayait de le retenir, en offrant de parler en sa faveur, il s'était obstiné dans sa malchance. Il voulait disparaître. À quoi bon rester ? Pourquoi aurait-il gêné des gens heureux ? Denise lui avait dit un adieu fraternel gagné par les larmes. Elle-même n'aspirait-elle pas à l'oubli ? « Monsieur, vous avez désiré me voir, dit-elle de son air calme. Du reste, je serais venue vous remercier de toutes vos bontés. » En entrant, elle avait aperçu le million sur le bureau. Au-dessus d'elle, comme s'il eût regardé la scène, le portrait de Madame Édouin dans son cadre d'or gardait l'éternel sourire de ses lèvres peintes. « Vous êtes toujours résolu à nous quitter ?» demanda Mouret, dont la voix tremblait. « Oui, monsieur, il le faut. » Alors il lui prit les mains. Il dit dans une explosion de tendresse, après la longue froideur qu'il s'était imposée. « Et si je vous épousais, Denise, partiriez-vous » Mais elle avait retiré ses mains. Elle se débattait comme sous le coup d'une grande douleur. « Oh, monsieur Mouret, je vous en prie, taisez-vous.
Oh, ne me faites pas de plus de peine encore, je ne peux pas, je ne peux pas. Dieu m'est témoin, je m'en allais pour éviter un malheur pareil. » Elle continuait de se défendre par des paroles entrecoupées. N'avait-elle pas trop souffert déjà des commérages de la maison ? Non, 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 elle aurait la force, elle l'empêcherait bien de faire une telle sottise. Lui, torturé, l'écoutait, répétait avec passion « Je veux… » « Non, c'est impossible. Et mes frères, j'ai juré de ne point me marier. Je ne puis vous apporter 2 enfants, n'est-ce pas ? » « Ils seront aussi mes frères. Dites oui, Denise. »« Non, 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 laissez-moi, vous me torturez. » Peu à peu, il défaillait. Ce dernier obstacle le rendait fou. Et quoi, même à ce prix, elle se refusait encore. Au loin, il entendait la clameur de ses 3000 employés, remuant à plein bras sa royale fortune. Et ce million imbécile qui était là, il en souffrait comme d'une ironie. Il l'aurait poussé à la rue. « Partez donc, cria-t-il dans un flot de larmes. Allez retrouver celui que vous aimez. C'est la raison, n'est-ce pas ? Vous m'aviez prévenu. Je devrais le savoir et ne pas vous tourmenter davantage. » Elle était restée saisie devant la violence de ce désespoir. Son cœur éclatait. Alors, avec une impétuosité d'enfant, elle se jeta à son cou, sanglota elle aussi en bégayant « Oh, monsieur Mouret, c'est vous que j'aime !» Une dernière rumeur monta du bonheur des dames, l'acclamation lointaine d'une foule. Le portrait de madame Édouin souriait toujours de ses lèvres peintes. Mouret était tombé assis sur le bureau, dans le million qu'il ne voyait plus. Il ne lâchait pas Denise, il la serrait éperdument en lui disant qu'elle pouvait partir maintenant, qu'elle passerait 1 mois à Valognes, ce qui fermerait la bouche du monde, et qu'il irait ensuite l'y chercher lui-même pour l'en ramener à son bras, toute puissante. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.